Dans la Silicon Valley, l'argent semble pousser sur les arbres. OpenAI a levé 40 milliards cette année. Hemisphere, l'éditeur de Cursor, vient de boucler un tour de 900 millions, pendant que son concurrent Windsurf se faisait racheter pour 3 milliards. On parle ici d'une vraie ruée vers l'or de l'IA, mais dans cet épisode, on va vous raconter l'envers du décor. Pendant que les fonds s'arrachent les stars de l'intelligence artificielle, les valorisations explosent, les exits se font attendre, et derrière les paillettes, de plus en plus d'investisseurs tournent le dos au venture capital, pendant que le reste de l'écosystème crève la dalle. Bienvenue dans Silicon Carnet, le seul talk show tech français qui parle de la Silicon Valley depuis la Silicon Valley. Mon nom est Carlos Diaz et aujourd'hui avec mes invités, on se demande si l'intelligence artificielle n'a pas sonné la fin du capital risque à la papa. J'ai rien compris. Avant de commencer cet épisode, je voulais prendre un petit moment pour te parler de notre partenaire Conto. On les adore chez Silicon Carnet. C'est vrai que quand tu montes ton entreprise, t'as pas envie de te prendre la tête avec l'administration française. Je suis passé par là et Conto s'occupe de tout pour toi, que ce soit l'accompagnement juridique, le dépôt de capital, ton compte pro. T'as même un outil de facturation intégré et ça fait ta pré-comptabilité. Tout ça est géré 100% en ligne. En ce moment, la création d'entreprise est offerte. Tu paies juste les frais légaux obligatoires. C'est super simple, c'est rapide, c'est efficace. Je t'invite vraiment à passer par eux si tu t'apprêtes à créer une micro-entreprise, une SaaS ou une SARL. D'ailleurs, une entreprise sur 5 choisit Conto. Ça s'appelle conto.com et ça s'écrit QONTO.com. Hola amigos, bienvenue dans Silicon Carnet, votre talk show tech picante en direct de San Francisco. Cette semaine à mes côtés, François Paulus, cofondateur de Brega, l'élégance du capital risque à la française, un des rares VC français qui a vécu plusieurs cycles et plusieurs crises. On va lui demander ce qu'il pense de ce cycle de l'IA. Christophe Reynaud, c'est le fondateur historique de Isaïe. Aujourd'hui, il lance Operators Club, un investisseur qui croit plus aux doers qu'aux dreamers. Avec lui, on verra si le pre-seed seed est toujours intéressant pour les investisseurs. Et puis, une légende, Fabrice Grinda, FJ Labs, l'un des business angels les plus actifs au monde. Il voit passer tous les deals, il en signe beaucoup. Il a investi dans Alibaba, Airbnb, Uber, Flexport, Blablacar, Revolut, Drive-V, bref, toutes les licornes. Pourquoi il ne fait pas all-in sur l'IA? On va lui poser la question. Retour sur l'épisode de la semaine dernière. D'ailleurs, François, on parlait de Brega dans cet épisode. On a parlé de l'Africa Tech et de cet écosystème qui passionnant. Moi, j'ai découvert plein de trucs. J'ai adoré cet épisode avec des entrepreneurs qui, sur le continent africain, font des trucs absolument incroyables. Quand on parle de résilience en France à tour de bras, j'invite tous les entrepreneurs à aller faire un tour en Afrique pour voir vraiment ce que c'est que la résilience et des startups qui fabriquent des trucs incroyables sans infrastructure, rien. C'est absolument génial. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, je vous le dis chaque semaine, le bouton est là, c'est super important, ça nous aide énormément avec l'algorithme de YouTube. Et puis si vous nous écoutez en podcast, mettez 5 étoiles et rejoignez l'Hacienda, c'est le think tank de Silicon Carnet, ça se passe sur Discord, c'est gratuit, j'ai mis le lien dans le descriptif de cet épisode. Qui veut du travail, pas moi je suis bien au soleil, j'attends qu'il pleuve de l'oseille, dans mon T2 à Dubaï. Cette semaine, donc, qui veut du travail, en partenariat avec Digital Selection, on vous parle de Pricing Hub. C'est la startup qui révolutionne la stratégie de prix dans le retail. Pricing Hub recherche des profils data et pricing à Paris ou Barcelone pour rejoindre une équipe à la croisée de la tech et du commerce. Leur mission, aider les entreprises à ajuster leurs prix intelligemment grâce à une plateforme SaaS boostée à l'IA. Ils bossent déjà avec Leroy Merlin, Decathlon, Franprix et j'ai mis toutes les infos dans le descriptif de cet épisode. Allez, retour à Silicon Carnet. Go yourself. Alors Christophe, le venture capital, c'est un modèle qui finalement est assez simple en théorie, mais que pas beaucoup de personnes ne comprennent comment ça fonctionne vraiment de l'intérieur. Et je voulais que tu nous expliques un petit peu comment ce monde du venture capital, c'est quoi le modèle économique ? Comment ça fonctionne ? Comment un fonds fonctionne ? Comment il se crée ? Comment il gagne de l'argent ?
Alors, c'est une excellente question. Je vais commencer par la définition que j'ai donnée à mes enfants quand ils m'ont demandé il y a quelques années d'expliquer ce que je faisais, ce que c'était que le venture capital. Et j'ai expliqué que dans venture capital, il y avait deux mots. Un mot qui correspond un peu à cette activité, qui est de donner de l'argent à des pauvres entrepreneurs qui démarrent et qui veulent réaliser leurs rêves. Donc ça, c'est la partie venture un peu positive. Et puis la partie capital, qui est la partie tu rends immensément riche des gens qui étaient déjà immensément riches. C'est un peu ça la définition du venture. Tu prends de l'argent à des gens riches et tu les rends plus riches. C'est exactement, ça. Voilà. Mais c'est les deux mêmes faces d'une même pièce, si tu veux. Enfin bon. Blague à part, le venture, c'est quoi? C'est tu lèves du fonds auprès de souscripteurs, mettons 100 millions. Tu vas investir dans un certain nombre d'investissements, mettons une trentaine, une quarantaine de lignes. Et puis tu vas avoir des paumes. Il y avait le modèle bien connu de Fred Wilson, un tiers de paume, un tiers où tu récupères à peu près ta mise et puis un tiers de winner. Et en fonction de ces winners, tu vas faire de la performance, on parle de multiples, 3x, 4x, 5x, que tu vas retourner à tes souscripteurs avec un modèle de partage de la survaleur, donc de la plus-value. De la plus-value, qui s'appelle le carré d'interest. Donc tu prends 2% de fees sur les 100 millions que tu as levés et 20% sur le gain en capital à la fin. Donc c'est ça à peu près le modèle. Vous êtes d'accord, François, tu es d'accord avec Christophe sur cette définition? Oui. J'aurais pas dit mieux, pareil. Toi aussi, tu prends de l'argent à des gens riches pour les rendre plus riches, c'est ça je sais pas, Fabrice a expliqué qu'il y avait moins de return, donc on va pas les rendre plus riches alors, si j'entends ce qu'il dit. J'ai dit, il y a pour l'instant moins de return. In fine, j'aime bien investir quand même des choses qui sont en train de changer le monde et qui software continue de eat the world. C'est juste qu'il y a une période où on a l'impression que c'est une classe d'actifs moins intéressante qu'elle a été par le passé. Et c'est qui ces souscripteurs, par exemple? Est-ce que entre vous trois, Christophe, toi, tu lances un nouveau fonds qui s'appelle Operators Club. François, Brega, maintenant vous en êtes au combienième fonds? C'est le 6e, 7e? On est au 3e millésime européen, 1er millésime africain, comme tu l'as dit, en seed, et 2e millésime en venture. Donc on va dire qu'on a 6 fonds, quoi. Ouais. Et toi, Fabrice, avec FG Labs, c'est qui vos souscripteurs? Donc FG Labs 4, on est en train de lever en ce moment, c'est un fonds de 300 millions. On a 4 types de souscripteurs. On a d'abord tous mes amis entrepreneurs de la tech depuis toujours, donc Reid Hoffman de LinkedIn, les Kevin Ryan, le fondateur de TransferWise, etc., la PayPal Mafia. Numéro 2, j'ai des family office, donc des familles qui ont gagné leur vie principalement dans le monde offline, qui décident d'avoir de l'exposition à la tech. Donc, c'est les familles du genre Walgreens, Corte Inglés, H&M, Henkel, etc. Troisièmement, c'est des stratégiques. Donc, nous, on est spécialisé dans Marketplace et métiers à effet de réseau. Donc, on a les eBay, Prosus, Adevinta, Shipstead, etc. de ce monde, Axel Springer. Et quatrièmement, des institutionnels, qui sont des gens qui sont plus gros et plus structurés, qui peuvent être des fonds de pension, des endowments d'université ou des sovereign wealth funds. Ok. Et donc, vous, François, pareil, c'est à peu près la même structure, sauf peut-être ce quatrième profil qu'on a malheureusement pas assez en Europe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, on pourrait entamer le match France-USA que tu voulais pas faire, mais là, on est obligé d'en parler. Donc, chez Briga, on a effectivement une grosse base de LP qui sont des personnes physiques ou des family office. On en a à peu près 200 à travers nos différents fonds. Pourtant, c'est pas des fonds retail. Hein, on parle bien de distribution directe par nous-mêmes à des gens qu'on connaît. Attends, parce que là, fonds retail, ça y est, t'as perdu. Quand tu là, vous me faites du. J'ai perdu ton auditoire. Pas les gens. Qu'est-ce que tu veux dire par du fonds retail? Je veux dire qu'on n'est pas distribué dans des réseaux bancaires pour des gens qui mettent des tickets de 1000, 5000, 10 000 euros. Crédit Agricole ne propose pas le produit Brega dans son catalogue. Personne ne propose le produit Brega dans son catalogue, à part les fondateurs de Briga et ceux qui nous aident à lever des fonds au sein de Briga. Donc là, on a une base effectivement d'individus de family office. Après, comme on est français et européen, nous, on a la BPI et le Fonds européen d'investissement. Et en revanche, malheureusement, quand on n'a pas de fonds de pension en France, on n'a pas de fonds de pension au capital de Briga. Et ça, c'est dramatique pour l'essor du venture capital en France. Mais c'est un autre débat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'État, en l'occurrence la BPI ou les fonds européens, qui substituent quelque part à ces fonds de pension américains qui, eux, investissent dans le venture aux US? Ils se substituent
Partiellement, et ce qui est dommage, c'est que les compagnies d'assurance en fait n'investissent pas assez dans le venture en France. C'est ça. Ils pourraient le faire plus, je pense. Enfin, modestement, je le pense. Ils font du private equity peut-être pas mal, mais très peu de venture capital. Et ça, c'est dommage parce que du coup, on n'a pas du tout les mêmes. Christophe, pourquoi est-ce qu'ils le font pas, ces assurances, ces banques? Pourquoi elles croient pas au venture, elles croient pas à la tech, ou c'est une question du marché, c'est le marché européen, c'est la tech en Europe parce que vous avez aussi des contraintes, comme vous avez de l'argent public, vous ne pouvez pas investir majoritairement sur des startups aux États-Unis, vous êtes contraint d'investir essentiellement dans des startups françaises ou européennes. Il vient d'où ce manque d'appétit des assureurs et des banquiers pour le monde du venture? Bon, il y a probablement plein de choses, mais un truc qu'on peut dire, même si c'est pas politiquement correct. C'est pas l'endroit ici pour parler. Mais je sais, je vais choquer tout le monde. Désolé, je vais être mal poli, mais en France, le venture est pas considéré comme une asset class, c'est-à-dire que c'est pas considéré comme une classe d'actifs. Tu parles à des family office ou des gérants de fonds, banques, assurances, ils te disent t'es mignon, petit VC, mais tu n'es pas un investisseur. Tu joues au loto, t'achètes des billets de loto. Il y a une telle dispersion dans les perfs que c'est tellement risqué, et je suis moi tellement averse au risque que je ne te considère comme au mieux un parieur au PMU. Oui, mais un peu là, ils l'ont acheté parce qu'enfin ils critiquaient. Non. Tu fais des paris sportifs si tu veux. Et d'ailleurs, c'est pas faux. Nous, toute la journée, on dit on fait un bet. J'ai fait un early bet, j'ai fait un safe bet, j'ai fait un contrarian bet, etc. Donc, si tu veux, c'est pas vu comme une classe d'actifs sérieuse, parce que il y a un historique de perf qui était mauvais. Et il était mauvais, pourquoi? Parce que très longtemps, la France, pendant plus de 15 ans, a fait du fonds fiscal. Et quand tu fais du fonds fiscal, FCPI, FIP, le but, c'est pas de faire de la perf, c'est d'éviter un impôt. Donc, en fait, t'as quelqu'un qui te donne 100, qui économise 25 d'impôts, et si tu lui rends 80, il en a rien à foutre après que ça marche ou pas, quoi. Il a déjà eu son Exactement. premium au moment de l'investissement. Donc, si tu veux, l'historique des perfs en France, il est bon que depuis Elaya, qui est le premier fonds qui a fait un fonds à 3x. Derrière, il y a eu des Isaïe, il y a eu des Iris à 3 ou 4x. Mais si tu veux, avant 2010 ou 2015, les fonds étaient très, très, très mauvais. Il y a un truc que tu disais tout à l'heure, Fabrice, c'est que effectivement au cours des 20 dernières années, le capital risque, essentiellement d'ailleurs aux États-Unis, a connu une croissance assez incroyable. Le nombre de fonds en volume a triplé sur ces dernières années, parce que effectivement le capital risque avait une performance, parce que vous êtes, comme vous l'expliquez là, un produit financier, c'est-à-dire que des gens qui ont du pognon, ils ont plusieurs. Quand on a de l'argent, il faut qu'on le déploie, il faut qu'on l'investisse, il faut pas qu'on le garde sur un compte bancaire qui travaille pas. Donc, on a plusieurs produits financiers à disposition. Le capital risque était un produit financier qui était très performant, même plus performant que les marchés publics, que la bourse, pendant des années. Et puis maintenant, effectivement, on dirait que les performances sont plutôt en panne. Selon Morgan Stanley, la majorité des fonds VC font aujourd'hui moins bien qu'un simple ETF sur le Nasdaq. Et si tu enlèves 2021 et tout le délire autour des SPAC, qui a été aussi un truc assez particulier qui s'est passé sur les années 2020-2021, il semblerait que les retours sont plus du tout au rendez-vous. Est-ce que c'est effectivement ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on vous pose la question de se dire mais pourquoi est-ce que j'ai intérêt? Puis en plus, il y a une question de délai, c'est-à-dire que quand on investit chez vous, les retours, on les a au bout de 10 ans. Donc vous disiez, moi je prends de l'argent à des gens riches. Ces gens riches sont souvent vieux. Donc quand t'as 70 ans et que t'es riche et que tu dis, mettez de l'argent chez moi, le return, il est pas super parce que les ETF de Nasdaq font mieux que vous, et en plus vous allez me rendre l'argent quand j'aurai 80 ans. Je sais pas comment vous faites pour vendre ça, François. Moi, je vends pas ça à des gens de 70 ans, déjà, pour commencer. Donc, tu as raison. Et parfois, quand tu as des gens de 70 ans, ils investissent pour le compte de leurs enfants. Donc, ça me paraît plus intelligent déjà à faire. Et non, mais c'est le problème qu'a soulevé Christophe tout à l'heure, c'est que il y a une aversion au risque en France. Il y a la non-conscience que c'est une classe d'actifs.
Et donc, quand tu vois, je parle plutôt des instits, quand tu vois des instits, t'as presque envie de leur dire, vous êtes sympas les gars, mais s'il y a pas de venture, il y a plus de private equity. Enfin, moi, je veux bien que des boîtes bootstrapped, passent directement en private equity, mais c'est quand même un peu compliqué. Donc, il y a toute une éducation à faire du marché français qu'on a du mal à faire, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne alimentaire, le venture est au départ, ensuite il y a le private equity qui permet de faire du growth, de développer la boîte, et ensuite derrière la bourse, puisque ces boîtes qui se sont développées rentrent ensuite en bourse. Donc si on n'a pas le venture, on n'a pas le private equity. Si tu pètes un maillon de la chaîne, ça marche pas après. Donc après égoïstement, certains pourraient dire on s'en fout, il y a bien des gens qui font du venture et c'est pas nous. Mais on voit bien qu'en France on n'a pas assez d'argent pour le venture. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Carlos, parce que le chiffre de Morgan Stanley est pour moi un peu une foutaise, même si la réalité derrière est vraie. Ce que je veux dire je montre là les chiffres, hein, regardez ce tableau. Il est dramatique, ce tableau pour vous, les gars, sur le venture. En fait, il mérite plein de commentaires, parce qu'en fait, le venture, c'est une classe d'actifs, si on considère que ça l'est, très 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 spéciale. Ça a été inventé par un Français qui s'appelle Georges Doriot et qui a mis en place un modèle qui s'appelle le modèle du home run, où en fait c'est pas les pertes qui comptent, c'est les gains qui comptent, d'accord? Et donc si tu veux, le venture a toujours perdu de l'argent. Depuis 1997, l'ensemble des retours est inférieur à ce qui a été investi. C'est-à-dire que depuis 1997, le venture globalement perd de l'argent. Globalement dans le monde, mais partout dans le monde, y compris aux US. C'est pourquoi? Parce que tu as une énorme dispersion des résultats. Et ça, les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'une dispersion des résultats. Ils pensent que tout est lié par la moyenne. C'est-à-dire que en venture, être moyen, ça sert à rien. Vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas de possibilité de construire quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée. Si tu es dans le top 5, moins 50%, c'est-à-dire que si tu es dans la deuxième partie de la classe, tu perds de l'argent. Il y a uniquement les 25% les meilleurs qui, eux, gagnent de l'argent. Il y a une hyper concentration des profits. C'est ce qu'on appelle la power law, la loi de puissance. Donc, c'est une loi de distribution qui est pas une gaussienne. C'est pas la cloche. C'est une loi de puissance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une infinitément petite quantité de winners qui concentrent tous les profits. On parle de hit rate comme au baseball en venture, mais c'est pareil pour les fonds, au niveau des investissements comme au niveau des fonds. Et donc, si tu veux, tu as des très jolis fonds qui ont toujours été très performants et des fonds moyens qui sont très peu performants. Donc, quand Fabrice disait que c'est la meilleure classe d'actifs parce que quand tu as le real estate l'immobilier qui te fait du 4%, quand tu as l'or qui te fait du 5%, quand tu as la bourse qui te fait du 8%, quand tu as le private equity qui te fait du 15-20%, le venture capital te produit du 20-30%. Il n'y a pas de meilleur alpha. C'est la classe d'actifs. Sauf que c'est une petite catégorie de ces investisseurs qui produisent ces 25%. La grande majorité, et on va le voir, là je montre ce tableau-là, si je le retrouve, effectivement c'est cette dispersion du return dans le venture capital versus le private equity, où effectivement il n'y a que 19% des boîtes de venture qui font un return supérieur à 3x, c'est-à-dire 3 fois le montant qu'elles ont investi. Fabrice, pourquoi 3x? Pourquoi c'est le chiffre magique 3x? 3x, c'est le chiffre magique parce que c'est ce qui permet de faire 25 à 30% de TRI quand on inclut le coût du capital de l'argent. Donc tu nous donnes 100 millions, on nous donne 100 millions aujourd'hui, on rend 300 millions dans 10 ans et ça finit par faire du 25-30%. En dessous, il y a d'autres produits financiers sur le marché qui sont plus performants, c'est ça? C'est pas que c'est plus performant, c'est juste que l'alternative, si on est dans le Nasdaq, avec un ETF, c'est que c'est 100% liquide. Là, on est complètement illiquide. Donc, il faut qu'il y ait un premium à l'illiquidité. Le fait que ton capital, il soit bloqué et non seulement il est bloqué, tu sais pas quand tu vas récupérer la mise. Tu finis par récupérer 3x, mais tu récupères un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et les meilleures sorties d'habitude, prennent le plus longtemps. Et souvent, c'est pas 10 ans, en fait, c'est 12 ans, parce que maintenant, c'est 10 plus 1 plus 1. Et les meilleures compagnies, en fait, restent privées de très longtemps. J'ai investi dans SpaceX en seed en décembre 2007. Et donc, on est quasiment à 18 ans. Et la boîte est encore privée. Je pense qu'elle va être privée encore très, très longtemps. Alors, c'est un très, très bon investissement. On va en parler, des entrées en bourse. Mais les boîtes restent privées très, 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 très longtemps. Donc, mais il faut pas regarder la médiane. C'est vraiment le top quartile qui fait tous les retours. De la même façon que sur une décennie, il y a 100 boîtes parmi les milliers et les milliers de créés qui font tous les retours. Mais même, il y en a 5 qui font la plupart des retours de la décennie.
Il y a aussi un autre phénomène dont je voulais parler avec vous et Fabrice, c'est aussi cette concentration, c'est-à-dire qu'on voit que les 30 premiers fonds de capital risque ont levé 75% de l'ensemble des capitaux levés cette année. Par exemple, parmi ces 76 milliards, qui lève cet argent-là? C'est une poignée d'investisseurs aux États-Unis, Andreessen Horowitz en tête, General Catalyst, Thrive Capital, etc., des usual suspects qu'on connaît. Qu'est-ce qui se passe là, Fabrice? En fait, le modèle économique du venture est en train de changer. Comme il n'y a pas eu beaucoup de retours les dernières années, on a vu quasiment une extinction il y a 1000 boîtes de capital risque qui ont fermé. Et donc, je pense qu'on est en train de voir une émergence un phénomène, il y a une sorte de schisme qui est en train de se créer avec entre les have et les have-not. On va voir les quelques très gros fonds qui sont des accumulateurs d'actifs que je ne décrirai quasiment même plus comme des boîtes de capital risque. Les Andreessen Horowitz, General Catalyst, Thrive Capital, maintenant c'est des gestionnaires de fonds. Ils sont même plus des capital risqueurs dans la mesure où ils font plus vraiment de seed, etc. Ils font plus du growth et du late stage. Et maintenant, quand les boîtes vont en bourse, ils restent actionnaires, donc ils ont des evergreen funds et ils sont des crossover funds. Je pense que ce sont des boîtes qui sont vouées à s'introduire en bourse en tant que asset manager. Tu veux dire qu'Andreessen Horowitz va devenir une boîte cotée? Oui, c'est ça? oui, je pense que ça va être un BlackRock, Blackstone, un type de boîte. C'est une boîte cotée qui est gestionnaire d'actifs. Et c'est un devenir très différent et que le retour va baisser, bien sûr. Ça va pas être les 25-30% du venture. Ça va être, ils vont viser du 10-15% et leurs actionnaires seront très contents avec ça. Et de l'autre côté, on va avoir des boîtes qui vont rester des spécialistes du venture, des benchmarks ou nous, qui continueront de viser les 30%, mais il y a une taille maximum. Et comme il n'y en a pas tellement qui arrivent et qui vont pas arriver à lever, il va y avoir une sorte d'extinction. Je pense que des milliers de fonds de capital risque vont fermer entre les deux. Maintenant, les gens ont tendance à être pro-cycliques, c'est-à-dire qu'ils investissent dans les bons moments, comme en 2021, ils n'investissent pas en 2023, 2024, 2025. Donc, si je regarde ce qui s'est passé des 3 dernières années, tout le monde a tout investi dans l'IA et rien dans tout le reste, alors que c'est l'inverse. C'est-à-dire que si je regarde les retours des années 2010, les meilleurs investissements ont été faits dans la grande crise de 2007, 2008, 2009. Donc, les Airbnb, Uber, WhatsApp, Slack, Twilio, c'était tout ce qui a été fait en 2008 à 2012. Et je parie que les meilleurs investissements dès 2020, ça va être fait en 2023, 2024, 2025, dans tout sauf l'IA, parce que bien sûr, tout le monde a des moutons, ils investissent dans l'IA, des ballots ridicules. Mais en attendant, comme les sorties ne sont pas en train de revenir, il va y avoir une sorte de moments d'extinction où plusieurs milliers de fonds de capital risque sont fermés. Alors ça, à ce point-là, il m'intéresse énormément. Il y a plein de effectivement de capitaux de fonds qui se sont créés pendant cette période d'euphorie. Ça a été une mode. Tout le monde a créé un fonds et tu es en train de dire ils sont tous en train de fermer les uns derrière les autres. Comment tu expliques cette mode, François? Même en Europe, on l'a vu, il y a eu plein de fonds, y compris en France, qui se sont créés. Moi aussi, il y a eu un autre phénomène qui m'a beaucoup impressionné, c'est que moi, je croisais plein de jeunes, de gamins hyper talentueux qui, au lieu d'aller créer des startups, me disaient, moi, je veux aller bosser dans un fonds. Ça devenait sexy, quoi, en fait. Créer une startup, pour moi, c'était sexy. Maintenant, c'était d'aller bosser dans un fonds qui était sexy. On se retrouvait avec des partenaires qui avaient 25-30 ans, super smart, en face des entrepreneurs, qui leur apprenaient à faire du deltaplane alors qu'eux, ils étaient même pas montés dans une montgolfière, et qui rêvaient de devenir partenaires dans un fonds. Donc, il y a eu un phénomène un petit peu de mode comme ça, où dans les années 2020, créer des fonds, aller bosser dans des fonds, c'était sexy, François? Oui, il y a eu, c'est la mode de l'IA. Je parle aux vieux de la vieille, aux gorilles cendrés que tu es, c'est gentil. Tu y es depuis tellement longtemps, quoi. En fait, que t'es arrivé à un moment où c'était pas sexy. C'est gentil de me dire ça. Alors attention, je suis pas dans l'industrie du VC depuis si longtemps, puisque j'ai cofondé Briga en 2013. Effectivement, à l'époque où, comme le disait Christophe, on t'expliquait que le VC ça rapportait pas d'argent vu qu'il y avait que des fonds fiscaux ou quasiment en France, on était au début des fonds non fiscaux. Mais effectivement, j'ai vécu la crise de 2000 dans les télécoms, donc je connais bien les différentes crises. Non, je pense que il y a eu cette mode de l'IA qui est peut-être en train, enfin je sais pas de passer, mais enfin il y a eu vraiment un moment où il fallait faire, tout le monde voulait faire de l'IA. Il y a eu plein de petits fonds qui ont, enfin c'est pas péjoratif, mais de nouveaux fonds on va dire plutôt, qui ont émergé autour de 30 et 50 millions. Et il fallait absolument être sur tous les deals IA, pas les rater,
n'importe quelle que soit la valo. Enfin, et nous, on n'a jamais joué ça chez Briga parce que tout comme on n'a jamais fait de métaverse, enfin, c'est suivre les modes, c'est le pire en fait. Et il y a eu un moment où sur la place de Paris, sur les deals IA, pour les gens qui veulent, nous on veut être à chaque fois lead ou co-lead parce qu'on a nos raisons pour faire ça, mais les gens qui se foutaient d'être lead ou co-lead, s'ils pouvaient mettre 300 000 € sur n'importe quel deal IA, quel que soit la valeur, ils le faisaient. Et donc c'était sexy entre guillemets. Enfin moi je trouve pas ça sexy, mais c'était sexy quoi. Mais t'en parles comme au passé. Moi j'ai pas l'impression que ce soit moi, je pense que c'est pas le passé, quoi. Je pense que on est complètement là-dedans. Moi, je vis ici dans la Silicon Valley. On parle d'un gold rush. C'est la ruée vers l'or en ce moment vers l'IA. Les gold rush, je les ai connus. J'en ai connu plusieurs ici dans la Silicon Valley. Quand il y a un gold rush dans la Silicon Valley, il faut déployer tout ton capital. C'est ça la stratégie. Généralement, c'est au moindre penny. Putain, bordel, il y a l'IA en ce moment. Il faut qu'on déploie du pognon sur tous les deals IA. Et j'ai pas l'impression que ce soit au passé, Fabrice. J'ai l'impression que c'est en ce moment et que tout le monde essaye de rentrer dans tous les deals d'IA, effectivement. Oui, pour mettre un chiffre sur le sujet, les sommes investies dans l'IA ont doublé au dernier trimestre. Donc en Q4, donc alors que c'est l'hécatombe dans le reste du VC, on a eu 66% de baisse des investissements dans toutes les en général, et maintenant au dernier trimestre, il y a eu toujours 50 milliards d'investis dans l'IA qui avait doublé par rapport au trimestre avant qui était à 25, et alors que j'avais pensé il y a un an qu'on était au pic, et en fait on n'est pas du tout au pic. C'est encore en pleine euphorie et ébullition, et tous les deals IA sont en train de lever à des valos incroyables. Que ce soit en seed, en A, en B ou en late stage avec les OpenAI de ce monde. Ouais, je montre ici le graphe. 2024, 209 milliards de dollars de déployés de capital. Donc forte hausse par rapport à 2023 où on n'avait que 162 milliards. 15 260 transactions en 2024. Ça, c'est aux US. On va regarder ensuite ce que ça donne en Europe, mais c'est à peu près la même chose en Europe. 29% de ces transactions et 46% de la valeur, c'est-à-dire du volume, c'est-à-dire 46% de ces 209 millions. C'est des deals d'intelligence artificielle, effectivement, comme dit Fabrice. Non, mais c'est normal. Enfin, l'IA, elle est à peu près partout, donc c'est normal qu'on fasse des deals plus ou moins dans l'IA. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à il y a un an ou deux, où c'était le délire, enfin moi je parle de l'Europe, où en Europe tout le monde voulait en être et tu mettais des tickets dans n'importe quoi. Enfin pas tout le monde heureusement. J'ai l'impression, mais je peux me tromper, que comme tu reçois X tous les jours, tu te dis bon. Faut un peu trier là maintenant, faut arrêter de faire n'importe quoi, de mettre des tickets dans tout ce qui passe, parce qu'en fait tout le monde, encore une fois, c'est comme le métaverse il y a quelques années, tout le monde faisait ça, c'était génial, etc. Bon, on a vu ce que ça a donné. Moi j'ai l'impression quand même que l'IA, et par rapport au métaverse, bon c'est sympa, le métaverse c'était cool quoi en fait, mais là l'IA on est quand même sur un trend et une révolution qui est beaucoup plus profonde que simplement d'avoir son avatar qui se trimballe sur Facebook. Ouais, et ça va plus servir par rapport à ce que on parlait des crises où en 2000 les VC mettaient, tu mettais .com dans ton BP, t'avais des centaines de millions. Là aujourd'hui c'est pas ça. Je suis d'accord avec toi. T'as des vraies applis de l'IA et t'as des applis moins qui servent à moins, on va dire. Dans la Silicon Valley, on a l'habitude de dire que le temps c'est de l'argent. Et pourtant, en France, il y a encore des milliers de dirigeants de petites entreprises qui continuent de perdre des heures chaque mois pour faire leur paie, gérer les congés ou récupérer toutes les notes de frais de leurs collaborateurs. C'est pour ça que je voulais vous parler de Payfit. Payfit, c'est la solution française de gestion de la paie et des ressources humaines. En moins de 2 heures, tu peux faire la première paye. Tout le reste suit, déclaration sociale, gestion du personnel, RH. Tout est centralisé, automatisé et sécurisé. Payfit, c'est plus de 18 000 entreprises clientes. Alors si tu veux toi aussi arrêter de perdre du temps avec l'administratif et te concentrer sur ton vrai métier, je t'invite à aller faire un tour sur payfit.com. Christophe, toi de ton côté, cette vague de l'IA, tu vois ça comme une mode, tu vois ça comme une bulle, tu vois ça au contraire comme une vraie opportunité et que tu penses qu'il faut continuer à déployer un maximum de capitaux sur ce secteur? Écoute, moi je pense que il y a des vraies innovations de rupture qui arrivent grâce à l'IA. Un peu partout, ça, dans la santé, dans la recherche de molécules. Enfin, il y a des gains de productivité absolument énormes. Donc, le venture, si tu veux, il a toujours eu besoin d'un sous-jacent d'innovation et un cycle d'avancées technologiques sur lequel il surfe. Le mobile, le software, le SaaS, etc., etc. Bon, l'IA, je pense que ça va être un nouveau chapitre très très prometteur pour le venture. Après, il y a une bulle.
Il y a évidemment une bulle parce que tous les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Et tout le monde met AI dans son deck parce que si t'as pas AI dans ton deck, tu lèves pas ou tu ne lèves pas à la même valeur. Hein. Je rappelle encore une fois que en bourse, les boîtes qui sont AI driven, comme disent les Américains, ils traitent, c'est-à-dire leur cotation, elle est 3 ou 4 fois supérieure à celles qui ne le sont pas. Donc il y a, je pense, une véritable un nouveau chapitre dans l'innovation qui est assez global, et je pense que contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, que l'innovation était derrière nous, que les vraies avancées de rupture ont été faites entre 2009 et 2015, je pense qu'on va vers plein de jolies innovations. Elles seront pas que dans le digital, elles seront pas que dans le software, et on aura plein de pans entiers de l'industrie, l'agriculture, la défense, l'industrie, l'éducation, la santé, l'énergie, sur lesquels on va voir de plus en plus d'innovation. Et donc, je pense que c'est très excitant comme moment pour investir parce que, comme l'a dit Fabrice très bien, il faut toujours être à contre-cycle, acheter en bas et vendre en haut. Et Fabrice, justement, il y a beaucoup de gens qui disent que toi, à contre-cycle, tu l'es complètement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, Fabrice, il a loupé... il loupe la vague de l'IA, quoi. Il participe pas à ce trend-là. D'ailleurs, comment tu vends ça à tes LP quand ils te posent la question? Alors d'abord, l'IA va transformer la société et c'est une vague qui, pour sûr. Ceci dit, historiquement, les vagues prennent plus longtemps à arriver à avoir un impact sociétal que les gens l'imaginent. Donc, à la fin des années 90, il y avait Pets.com, Webvan, Cosmo, et tout le monde pensait que cette fois-ci c'était différent, ça allait exploser tout de suite. Or, toutes ces boîtes ont fait faillite, mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, on a Chewy, Amazon, Instacart, DoorDash, etc. Et là, il y a une sorte de perception que toutes les industries vont être transformées instantanément. Alors, c'est vrai que maintenant, 100% de nos startups utilisent l'IA pour être plus productives. Les programmeurs sont plus productifs qu'avant, pour baisser leur coût de service clientèle, pour améliorer leur taux de conversion. Et toutes les startups utilisent l'IA. Maintenant, aujourd'hui, en France, le gouvernement, c'est 57% du PNB. Les grandes entreprises, c'est une énorme partie du PNB. À quel moment est-ce que je pense qu'on va utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser tous les process et remplacer tous les fonctionnaires? Je pense que c'est pendant très longtemps. À quel moment est-ce que je pense que Orange va utiliser l'IA pour s'améliorer, ou les très grosses boîtes françaises, quoi, EDF? Je pense que ça va prendre très longtemps. Et donc, ma perspective, c'est que, in fine, l'impact de l'IA va être plus grand qu'on l'imagine, toujours beaucoup plus grand qu'on l'imagine, mais ça va prendre beaucoup plus longtemps en même temps. Et aujourd'hui, on a une bulle où les gens investissent à des valos très élevés dans des modèles qui sont pas forcément prouvés, des modèles économiquement prouvés, sur des deux bases de données non différenciées, donc comme la valo est élevée, il y a plein de concurrence. J'ai peur qu'il y a une sorte de concurrence vers le bas, vers les prix, vu qu'il y a eu toujours 8 ou 9 équipes financées très bien qui font la même chose, qui offrent les produits de plus en plus gratuitement. Il y a les larges incumbants du genre OpenAI qui arrêtent pas de rajouter des fonctionnalités et qui tuent des startups petit à petit. Donc j'ai créé ma propre IA. À chaque release, en fait, elle tue une centaine de startups. C'est dingue. Quand j'ai créé ma propre IA, Fabrice IA, j'utilisais Pinecone, LangChain, j'utilisais et tout ça. Maintenant, j'ai tout remplacé. J'ai mis juste GPT-4o en back-end. Et il y a 2 ans, j'utilisais Midjourney pour les images, Runway pour les vidéos, et aujourd'hui, j'utilise que GPT. Donc, entre les valos trop élevés, la concurrence vers le bas sur les prix, l'expansion du GPT, de OpenAI qui petit à petit cannibalise les startups, et bien sûr du risque de orthogonaux de disruption, j'ai du mal même si je pense que l'intelligence artificielle va changer le monde, c'est, à mon avis, une mauvaise classe d'actifs dans laquelle investir dans les conditions aujourd'hui. Donc, ce que je fais à la place, c'est on utilise l'intelligence artificielle pour rendre nos startups plus efficaces. Donc, aujourd'hui, mon cœur de lance, ce dans quoi j'investis, c'est la digitalisation des supply chain B2B. Donc aujourd'hui, dans notre monde de consommateurs, on peut avoir n'importe quel produit en 2 jours. On a Uber, on a Uber Eats, on a DoorDash, la qualité de vie est incroyable. Voire même en 10 minutes, hein, pour un repas, quand tu commandes sur Uber Eats. C'est ça. 2 jours sur Amazon, 10 minutes sur Uber Eats, l'Uber en 3 minutes, quoi. C'est une qualité incroyable. Aujourd'hui, si je veux commander de la pétrochimie, il y a même pas un catalogue de ce qui est disponible. Et c'est pas connecté aux usines pour comprendre les délais de fabrication et
Et la capacité, on peut pas commander en ligne, on peut pas payer en ligne, il y a pas de suivi, il y a pas de financement. Or, ça doit arriver dans toutes les catégories, dans toutes les industries, dans tous les pays. Et il faut digitaliser les PME, il faut digitaliser les services publics, il faut changer les supply chains pour les digitaliser, les sortir de la Chine et les amener en Inde. Et tout ça, on est à 1% de pénétration et on parle de dizaines de trillions de dollars. Donc, je préfère investir dans ça, ce qui n'est pas sexy, mais qui utilise l'AI pour digitaliser, pour avancer, etc., mais qui n'est pas les modèles fondamentaux LLM, donc qui est donc l'application. Donc un curseur, par exemple, un curseur qui vient de lever 900 millions à une valorisation environ de 3 milliards, oui. Tu fais pas ce deal? Non. Alors aujourd'hui, qui sont les gagnants? On a Cursor et Lovable, par exemple. Donc Cursor, ça aide à programmer. Lovable, qui est une boîte européenne d'ailleurs. Voilà, et Lovable, ça permet, voilà. Mais j'ai peur que même eux ne sont pas les gagnants à tout jamais, pour deux raisons. Cursor est très impressionnant comme outil d'aide à la programmation, et je m'en sers d'ailleurs, étant médiocre codeur pour un peu mieux coder. Mais je sais pas, GitHub va rajouter dans son Copilot et ils vont l'offrir gratuitement. Et donc j'ai peur que Cursor, ça soit Netscape. C'est pour moi loin d'être clair que c'est eux qui vont gagner sur le très long terme. Et plus je peux même utiliser, alors c'est moins efficace, GPT pour m'aider à coder. Donc non, je fais pas Cursor, surtout à ce genre de valeur-là. Fabrice, en fait, ce que tu décris, c'est la loi d'Amara, c'est-à-dire que on considère que l'impact, en fait, on surestime l'impact de l'intelligence artificielle sur le court terme et on le sous-estime sur le long terme. Et donc, cette surestimation de l'impact de l'intelligence artificielle sur le court terme a pour conséquence une multiplication des deals et une valorisation exponentielle, en fait, de ces deals-là, alors que le return ne va pas se passer sur le court terme, mais va se passer sur le long terme. Vous, de votre côté, François ou Christophe, vous faites la même analyse que Fabrice. Vous considérez que on est en pleine loi d'Amara et que aujourd'hui on surestime l'impact de l'intelligence artificielle sur le court terme? Ouais, même analyse et puis même raisonnement, c'est-à-dire que nous chez Briga, à partir d'une certaine valo, on veut plus jouer. On dit nous on joue pas à cette valo parce que il faut qu'on propose du return à nos investisseurs et donc on considère qu'il faut pas le faire. Ouais, mais je vais vous challenger là-dessus, Fabrice et François, et j'aimerais bien aussi savoir ce que toi t'en penses, Christophe. J'entends ce que dit Fabrice et moi j'adhère complètement. Je me fais un petit peu l'avocat du diable. Ok, bon, les deals que tu présentes, Fabrice, comme t'as dit, ils sont pas très sexy, c'est limite boring pour certains. Et TLP vont dire ouais, mais ok, mais moi quand je fais des dîners, j'aimerais bien pouvoir dire que aussi je suis investisseur dans Cursor et OpenAI, parce que comme tu dis, ce sont des gens riches qui font des dîners mondains et qui ont besoin d'expliquer qui sont on top du truc, quoi. Build me a house for $12 million. Give me a private helicopter to transport. Oh, no helicopter. That's not true. That's not true. Et quand on regarde des deals comme par exemple Lovable, les croissances en termes de chiffre d'affaires, de revenus sont absolument incroyables. Donc j'entends ce que vous me dites, mais quand on regarde ces boîtes qui font des multiples, que tous les trimestres nous expliquent qu'ils sont dans une croissance à 3 chiffres. Les deals dont tu parles, Fabrice, ils n'ont pas cette croissance en termes de revenus. Alors pourquoi je m'emmerderais à mettre dans ces deals-là alors qu'il y a des Lovable avec des croissances phénoménales qui, même si peut-être effectivement il y a un risque de se faire ratatiner par les incumbents, c'est-à-dire les gros players dans le domaine, enregistre des croissances absolument exceptionnelles, et peut-être que je pourrais faire du secondaire et vendre mes parts au prochain investisseur. Oui, mais le jeu du hot potato, c'est la patate chaude que je fais passer à quelqu'un d'autre. Effectivement, on peut gagner de l'argent sur le chemin, mais il faut pas être le dernier qui tient la patate chaude dans ses doigts c'est une pyramide de Ponzi. Par peur de se faire brûler. Et donc, oui, c'est peut-être plus sexy, mais moi, je suis inquiet même pour le Lovable, parce que j'ai peur que c'est un peu le problème, je sais pas si c'est François Christophe qui disait en 2021, tout le monde investit il y avait eu deux problèmes. Un, les gens ont investi des valos trop élevés parce qu'il y avait du capital qui était disponible trop peu cher, ce qui est aussi vrai aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Mais deuxièmement, l'autre problème, c'est que comme c'était sexy, tout le monde créait des boîtes, et on avait 8 boîtes créées
dans chaque catégorie. Et on avait 8 boîtes bonnes. C'est-à-dire que les fondateurs, c'est une équipe de Stanford, une équipe de MIT. Et financé. On a l'équipe de Stanford, de Princeton, de Harvard, de Yale, toutes très bien financées, qui s'attaquent au même problème et donc qui sont prêts à faire des choses non économiques, donc de donner, être gratuit, subventionné, etc. Et j'ai peur que ça élimine en fait à terme le modèle économique. Et le churn, il peut être très élevé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, je sais pas si vous vous rappelez, tout le monde a téléchargé l'application Lensa pour changer son image de profil. Lensa, c'est un peu le early days de l'intelligence artificielle. Ils sont passés de 250 cas par mois de chiffres à 30 millions par mois en un mois. Et sont redescendus 3 mois plus tard à 500 cas par mois, quoi. Tout le monde a churné. Bon, 500 cas par mois, Fabrice, ça reste, il y a plein de startups qui aimeraient bien faire 500 000 $ de revenus mensuels. Oui, d'accord, mais c'est pas ça qui va créer une boîte qui vaut des milliards, surtout si on lève à des valos très, très élevés. Donc voilà, même ça m'inquiète. Mais effectivement, c'est plus dur pour nous de lever auprès des LPs parce que les LPs sont pro-cycliques et ne vont pas contre cycliques et ils aiment bien pouvoir dire, oui, on est dans OpenAI, on est dans Lovable, on est dans Cursor. Et on va pas leur offrir ça. Mais je préfère, sur le très long terme, quand je leur dis, oui, mais sur 27 ans, je vous fais du 30% par an réalisé et j'ai jamais fait moins de 3x et je vous ai jamais perdu de l'argent, je pense que ça compte aussi. Et que beaucoup des gens qui ont créé des fonds que IA, qui ont levé et investi des valeurs très, très élevées, ils vont le regretter. Christophe, Fabrice, il décrit quelque chose qu'on a déjà vécu par le passé et que je trouve très très juste, c'est que quand il y a des phases d'euphorie comme ça, quand tu as 10 équipes qui sont talentueuses, elles font 10 startups. Quand on est dans une phase où ça commence à l'argent se fait plus rare, ces 10 équipes, au lieu de faire 10 startups, elles en font 3. Et on voit apparaître des startups comme par exemple PayPal, et un bon exemple de ça, quand on dit cette PayPal Mafia, comment ça se fait que ces gens-là se sont réunis, les Reid Hoffman, les Peter Thiel, les Elon Musk, etc., étaient dans la même boîte, parce que c'était une période où l'argent était compliqué. Est-ce que tu es d'accord avec Fabrice là-dessus? Il y a trop de pognon, il y a trop d'euphorie sur l'IA, ce qui fait qu'il y a trop de startups qui sont créées dans ce domaine-là et une dispersion finalement des talents qui est trop forte. Non, mais Fabrice a évidemment raison. Trop d'argent tue l'argent un peu, et il faut surtout pas investir en haut de cycle quand il y a beaucoup de concurrence, quand les salaires sont chers, quand les coûts d'acquisition marketing sont très forts, etc. Aujourd'hui, on est au contraire dans une période où l'argent est cher, rare, où les gens se concentrent sur quelques idées. Par contre, dans l'IA, il y a une forme de bulle, mais je pense que toutes les boîtes qui ont l'étiquette IA ne sont pas dans la bulle. T'as aussi, moi je vois passer beaucoup de boîtes. Alors on est très angel, on est plus angel, on n'est pas VC chez Operators Club, mais on voit passer des boîtes sur lesquelles l'IA permet de tels gains en productivité que les boîtes peuvent aller vers des trajectoires avec une très jolie efficacité capitalistique, c'est-à-dire la capacité à générer du revenu sans brûler trop de capital, atteindre la rentabilité rapidement et avec seulement une vingtaine de personnes faire de très 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 belles trajectoires. Et aujourd'hui où on a eu ce problème dans le logiciel valorisation qui a été complètement rebooté au moment du retournement de marché, où on dit une boîte ça vaut plus 10 fois son ARR ou 100 fois son ARR, ça vaut 7 fois ou 10 fois son EBITDA. Je pense qu'avec l'IA, il y aura de plus en plus de boîtes rentables, voire très rentables, qui iront très loin. Et ça, je pense que c'est des boîtes sur lesquelles il faut absolument, en effet, se concentrer. Et moi, il y a un phénomène que je vois ici dans la Silicon Valley avec des potes qui aujourd'hui, d'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est pour ça que je pense que je parle de Gold Rush, parce que moi, je vois plein de potes qui démissionnent de leur boîte avec des salaires très très bien payés pour lancer des startups, notamment dans le domaine de l'IA, avec un jeu très intéressant que je n'avais pas constaté depuis très très longtemps, qui est de dire, je vais créer une boîte dans l'IA, atteindre la profitabilité le plus rapidement possible, avec des équipes ultra réduites, et si je peux éviter de lever un maximum de pognon, je vais le faire. C'est-à-dire que là, on est dans un paradigme où avant, dans le SaaS, par exemple, quand tu avais une idée de SaaS, tu disais, voilà, j'ai cette idée, je vais pas véritablement bootstrapper, je vais tout de suite lever du pognon, je vais tout de suite recruter un maximum d'ingénieurs, je vais fabriquer mon produit, je vais le lancer sur le marché, et notamment dans les marketplaces aussi, on l'a vu, c'est assez capital intensive quelquefois.
Là, on a des boîtes super efficaces avec des équipes très très réduites d'une dizaine de personnes, voire même moins quelquefois, qui font des millions de dollars de revenus, qui lèvent pas d'argent. Ça me fait penser aussi un peu à tout ce phénomène des apps. On se rappelle entre 2007 et 2010 où tout le monde fabriquait des apps avec des millions d'utilisateurs, avec du revenu. Et on est un petit peu dans ce phénomène-là, Fabrice, non, en ce moment ici. Oui, c'est vrai, mais que dans l'applicatif. C'est-à-dire que la guerre des LLM, là, on parle de. Non, mais là, c'est commoditisé. Là, c'est fini, on parle de guerre, dizaines de milliards de dollars d'investis. Oui, mais ça continue dans certaines catégories, dans la robotique, l'intelligence artificielle pour les robots humanoïdes, etc. On est encore en train de parler de dizaines de milliards à investir. Maintenant, effectivement, dans l'applicatif où on va utiliser les LLM existants comme back-end. C'est plus une question de est-ce qu'on a créé une application que les gens sont prêts à payer. Mais Cursor, c'est exactement ça. C'est un applicatif, hein, finalement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Dans l'applicatif comme Cursor, effectivement, on peut avec moins de capital créer des applications qui marchent bien et qui grandissent relativement vite. Midjourney est un super exemple. T'en parlais tout à l'heure. Midjourney, c'est une boîte qui n'a pas levé d'argent. Aujourd'hui, ils font combien de chiffre d'affaires, Midjourney? C'est plus de 250 millions de chiffre d'affaires avec une équipe d'une quarantaine de personnes. Je pense que les gens rêvent de ça aujourd'hui, c'est-à-dire les nouveaux entrepreneurs. François, tu les croises, des entrepreneurs qui se disent avec une équipe de 20-30 personnes, on va faire des centaines de millions de chiffre d'affaires et si on peut éviter de lever du pognon, on évitera de lever du pognon. Ouais, ils ont raison. S'ils arrivent à le faire, moi je ferais pareil à leur place. Mais d'ailleurs, on les croise pas, ils viennent pas nous voir du coup. Donc, ceci dit, 20-30 personnes à la Silicon Valley dans l'IA, ils sont payés 300 K par an, mais chacun des développeurs, minimum. Exactement. 300 K par an fois 30, on parle de 10 millions de dollars, on parle de $1 million de bird par. C'est des boîtes qui ont quand même besoin de capital au début, à moins d'avoir un modèle économique où ils arrivent avec 3-4 personnes se lancer et avoir du chiffre d'affaires. Donc on voit quand même ces boîtes-là lever. Alors peut-être qu'ils vont pas lever les séries B, C, D, mais ils lèvent quand même le seed, le pré-seed, le seed de A. Regardons un petit peu les performances. Justement, on a parlé du nombre de deals, etc. En 2024, les entreprises, je suis toujours aux États-Unis, ont généré 149 milliards de dollars en valeur de sortie. C'est mieux que par rapport aux 2 dernières années. Est-ce qu'il y a un phénomène d'IA là-dedans ou pas? Question que je vous pose. J'ai pas l'impression que les sorties aujourd'hui soient dans le secteur de l'IA. Les investisseurs ont effectué environ 1259 sorties. Donc c'est 10% de plus par rapport à 2023. Fabrice, est-ce qu'il y a une sorte d'éclaircie là? C'est-à-dire que les exits, on revoit des nouveaux exits apparaître Non, pas encore. C'était l'espoir en fait. C'était l'espoir. Et d'ailleurs, dans mon autre portefeuille, on a 50 licornes. Beaucoup sont profitables et sont prêtes à aller en bourse. J'avais Klarna qui avait filé pour son IPO, par exemple, mais les marchés boursiers, avec toutes les conneries que Trump fait sur les tarifs, etc., ça a créé un environnement géopolitique et macroéconomique qui est incertain, et cette incertitude fait que la bourse, qui était quand même un des chevals de sortie, n'est toujours pas ouvert. Et donc on a problème numéro 1. Problème numéro 2, on avait tout le antitrust, donc les FCC, FTC, FCC, qui empêchaient les fusions-acquisitions. Ça n'a pas réellement changé. Alors, ils sont en train de changer les gens, etc. Mais il n'y a pas eu une repensée. Je montre le tableau là, en termes d'IPO en 2024, 25 IPO dans le domaine de la tech. Ouais, c'est rien. C'est que dalle. Par rapport, quand on regarde les chiffres par rapport à 2021, 215, ou même 2018, 97. Ça n'a pas d'IPO, voilà. effectivement. Donc, je pense que j'avais eu espoir qu'en 2025, ça serait leur ouverture. Maintenant, j'ai espoir que ce soit 2026, mais non, ça n'a pas changé. Et j'ai espoir que petit à petit, la fusion. Donc nous, la façon dont on sort, c'est principalement ce qui est une nouvelle tendance sur le VC, c'est des secondaires. On fait des secondaires. Ouais. Alors explique Fabrice pour les gens qui ne connaissent pas bien ce métier-là, ce qu'on entend par le secondaire. C'est la patate chaude dont tu nous parlais tout à l'heure. Voilà, donc historiquement la façon dont on sortait, c'est la boîte allait en bourse, et si elle est 6 mois, au bout de 6 mois on vendait nos actions, ou quelqu'un, Google, rachetait la startup dans laquelle on était investisseur et on touchait le pourcentage qu'on détenait de la boîte. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comme il n'y a pas eu ce genre de transaction, quand il y a des nouveaux tours qui se font et que la compagnie cartonne, il y a des gens qui veulent bien acheter plus
que ce qui est disponible, parce que le fondateur veut pas se faire diluer de plus de 20 ou 30%, mais l'investisseur voudrait en acheter plus, donc il va aux anciens investisseurs et leur dit je voudrais bien racheter une partie de vos parts. Et il y a même des places de marché pour acheter des parts de sociétés privées qui sont créées, des compagnies comme Forge, où on peut aujourd'hui investir dans SpaceX ou Stripe, etc. Mais en rachetant les parts des investisseurs du début. Ou d'employés, voilà, existants. Ou d'employés. Et pour nous, la majorité de nos sorties depuis de 2022, 2023, 2024 et 2025 se sont faits par secondaire. Maintenant, la plupart des capitaux risqueurs ne peuvent pas vendre par secondaire parce qu'ils détiennent 25% de la boîte, et s'ils vendent, c'est une sorte de signal négatif. Mais qu'est-ce qu'ils savent que nous, on sait pas, et ça tuerait la boîte. Mais nous, comme on est petit ange et qu'on détient que 2-3%, on a ce privilège. Et c'est pour ça, en fait, que notre TRI est plus élevé. On est dans les top deciles du marché parce qu'on vend. Tu vends les bijoux de la couronne, c'est-à-dire que quand tu as besoin d'un TRI, tu dis bah tiens, je vais prendre un petit peu de mon SpaceX là et je vais le mettre sur le marché et ça va augmenter mon TRI pour cette année. Alors, je vends pas. Alors, c'est effectivement, je vends les bijoux de la couronne, mais de manière très disciplinée. C'est-à-dire qu'il faut pas. Les venture capital risqueurs, ils vont dire, il faut toujours garder ses gagnants à tout jamais, ils vont compounder. Mais nous, on réfléchit juste, j'ai un taux de retour moyen de 3x, de 30% par an. Si jamais, je pense que à l'avenir, ça va compounder moins que ça parce que c'est déjà très bien pricé, je vends 50%. Donc, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il y a un nouveau tour, je fais une analyse fondamentale. Sachant ce que je sais maintenant de cette compagnie, de cette startup, de ce fondateur, à la valorisation à laquelle ils sont en train de lever, est-ce que j'investirai? Si la réponse est oui, bien sûr, on continue à investir, on réinvestit, on fait notre prorata ou un super prorata. Mais si la réponse est non et que la boîte va mal, ben on peut rien faire, hein, donc on fait rien. Mais c'est quand même déjà un privilège de pas avoir à mettre de l'argent alors que les leads ils sont obligés de continuer à investir. Et si c'est la réponse est non et la compagnie parce que la valo est trop élevée, donc la boîte cartonne, on adore l'entrepreneur, mais ils sont valorisés 100 fois le ARR, donc ça va leur prendre 3 ans pour rentrer dans leur valo. S'il y a une opportunité de vendre, on vend d'habitude 50%, parce que rarement, mais de temps en temps, les arbres vont jusqu'au ciel. Et donc, si jamais ça va à 0, ben on a déjà fait 10x ou 3x, on est content. Si jamais ça va à l'infini, il nous reste 50%, on est content aussi. Donc, on vend en secondaire les bijoux de la couronne, mais que quand on pense qu'ils sont surévalués. François, c'est super intéressant. Hein. Là, Fabrice, il nous donne sa formule de gestion de son portefeuille et comment est-ce qu'il gère ses sorties et sa performance. Vous, chez Brega, vous avez à peu près la même stratégie. Est-ce que d'abord le secondaire existe en Europe? Est-ce que vous avez cette capacité à faire du secondaire comme Fabrice en Europe? Ouais, tout à fait. Je suis content parce que finalement, je suis jeune dans le métier, mais je copie Fabrice sans le savoir, donc c'est bien. Tu vois, sur notre fonds numéro 1, qui fait 45 millions, on a fait 2 fois du secondaire sur Exotech parce qu'il y avait effectivement une surdemande par rapport à l'offre, et c'est ce qui nous a permis d'avoir un TRI qui est aujourd'hui entre 25 et 30%. Et si on n'avait pas fait le secondaire, on serait pas du tout à ce TRI là, parce que le temps que ça arrive en bourse ou un trade sale, il va se passer pas mal de temps, je pense. Donc on fait exactement pareil. On fait sauf les IPO, parce que nous de toute façon en Europe on n'a jamais eu d'IPO. Donc ça va pas changer beaucoup. Donc vous avez pas d'IPO, donc de toute façon vous vous dites bon, il y en a quelques-unes, on va le regarder, mais je caricature un peu, mais c'est vrai que c'est compliqué quoi. Des IPO sur le marché européen, je parle, c'est compliqué quand même de pas les envoyer au Nasdaq. Il y a pas grand-chose, effectivement. Christophe, pourquoi est-ce que ces boîtes américaines Fabrice a expliqué, ne rentrent pas en bourse aujourd'hui parce qu'il y a des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus élevées. On pensait d'ailleurs que avec Trump au pouvoir, les choses allaient s'améliorer. C'est pas si certain que ça, finalement. Ça pourrait s'assouplir un petit peu. Mais quand on voit effectivement des boîtes comme SpaceX, Stripe, Epic Games, tout le monde attend à ce que ces boîtes rentrent en bourse parce qu'elles sont ultra performantes, elles sont ultra rentables, elles sont déjà valorisées plusieurs dizaines de milliards, et pourtant non, elles sont toujours pas cotées en bourse. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce que tu vois d'autres raisons pour ça? Alors moi j'en vois une aussi. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. C'est que les entrepreneurs avec lesquels je parle sont pas très excités à rentrer en bourse. C'est-à-dire que c'est normal. Hein. C'est normal. C'est tellement de contraintes et ils se disent ma vie va être misérable. Écoute, ma boîte est ultra rentable. J'ai de l'argent privé sur le marché. Pourquoi je m'emmerderais à rentrer en bourse? Il y a ça aussi. Hein. Exactement. Les marchés publics sont très volatiles.
implique une espèce de dictature du court terme sur tes quarterly results, donc les résultats trimestriels, et c'est pas, l'argent public n'est pas patient comme l'argent privé. L'argent privé peut être beaucoup plus aligné avec les objectifs long terme. C'est pour ça que le private equity d'ailleurs est aussi florissant, et c'est pour ça que le venture capital existe. Il s'est passé beaucoup de choses qui expliquent ces exits en IPO complètement bloqués. C'était au pic de 2021, 88% de l'argent venait des IPO. D'accord? Donc la plus forte année, la meilleure année, le meilleur millésime dans l'histoire du venture, où on a sorti, je crois, 700 milliards de valeur, c'était 88% à l'IPO. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les boîtes qu'on a fourguées en 2021, à 80%, elles tradent en dessous de leur cours d'intro. Ouais, avec une valo qui stagne avec entre 500, 700 qui est massacrée, millions. Avec certaines valos qui sont massacrées. Et si tu veux, avec aucune liquidité aussi. Voilà, tu es entrepreneur, tu te dis bon déjà on m'a passé le seuil de 80 millions de chiffre d'affaires minimum à 250 millions de chiffre d'affaires minimum. Le coût, les banquiers, etc., de rendre public l'action a été multiplié par je sais pas combien, c'est devenu prohibitif. Alors que dans le même temps, l'offre de capitaux privés, des fonds de growth, des fonds de très 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 late stage sont capables, c'est les méga funds, c'est les méga funds sont capables de me financer des milliards à coût de milliards et de me donner 3, 4, 5 ans de visibilité avec une forme de confort sur le court terme, parce qu'ils sont là pour le long game, comme on dit, c'est-à-dire pour le long terme. Attends, et c'est pire que ça. Toutes tes informations deviennent publiques. Donc, tout d'un coup, si tu as des concurrents, ils ont accès à tout ce que tu fais, ta stratégie, etc. Donc, en fait, quand j'étais jeune, mon rêve, c'était d'être un Steve Jobs ou Bill Gates, et je voulais être un PDG de boîte côté. Et ensuite, ayant sonner la cloche à Wall Street, voilà, ça, ayant fait partie de boîte côté après, quand j'ai vendu 2 de mes boîtes et boîte côté, absolument pas. Plus jamais, même en tant que fondateur, PDG, je voudrais être côté. C'est l'inverse. Ouais. Le problème des marchés publics, c'est l'aversion au risque. Alors ça, c'est un côté très français, donc on est un peu numéro 1 là-dedans. C'est que quand ça va mal, quand la marée se retire, tout le monde se casse et part en courant. Or, dans le business, il y a des cycles, il y a des jours avec, il y a des jours sans. D'accord? Et quand on a un jour sans, faut savoir tenir bon, faut savoir faire le dos rond. Un investisseur, VC, private equity, un hedge fund éventuellement, il est capable de dire OK, je vais soutenir la boîte, je vais accepter des pertes, je vais accepter un niveau d'endettement qui est complètement déraisonnable, etc. parce que j'ai l'espoir qu'on s'en sort dans 2 ans. C'est ce que j'ai confiance en l'entrepreneur. Voilà, je pense que les rationnels sont toujours bons. C'est juste une question, c'est juste une averse, quoi. Voilà, les marchés publics, ils vont vous valoriser 2 fois moins que votre trésor. Il y a des boîtes qui tradent en bourse 2 fois moins que le niveau de trésorerie des boîtes. C'est-à-dire, c'est du massacre. Le problème, c'est qu'on rentre un peu dans une sorte de dead spiral, quoi, en fait. C'est une spirale de la mort. C'est-à-dire que si les startups ne rentrent pas en bourse, les exits sont visiblement bloqués parce qu'il y a aussi des lois d'antitrust qui sont très très compliquées. Donc là, on pourrait penser qu'avec Trump, ça va s'assouplir, mais on l'a vu là avec Google, le dernier achat de Google qui est assez prometteur, même s'il n'a pas encore été validé. On verra s'il sera validé. Mais du coup, les VC voient pas de retour, les LP se replient sur des produits plus liquides, il y a moins de capitaux disponibles, donc il y a moins d'investissement. S'il y a moins d'investissement, il y a moins d'innovation, et s'il y a moins d'innovation, c'est la stagnation. On a déjà vu ça, quoi, en fait, dans d'autres pays, comme par exemple au Canada, où les investissements des VC ont chuté de 46% en 2 ans. Il y a une vague de fermeture dans la tech qui a été colossale, même en Chine, Fabrice. Je sais pas si toi t'as investi en Chine, mais on a vu exactement la même chose. On a l'impression que la Chine s'est arrêtée d'innover, quoi. Oui, fut un temps, j'investissais beaucoup en Chine parce que je parle mandarin, j'ai étudié à l'université normale de Beijing et j'ai investi dans Alibaba, etc. Mais depuis que Xi Jinping est au pouvoir, après qu'il ait disparu, Jack Ma, j'investis plus là-bas. Maintenant, je pense que comme on est au creux de la vague, c'est vraiment le moment où il faut faire l'inverse. Donc, il faut investir maintenant. C'est maintenant qu'il faut investir dans la tech de manière contrarienne et pas dans l'IA, pour être clair, parce que justement, il y a moins de capitaux, donc les valos sont beaucoup plus raisonnables. On est revenu nos médianes de 2019, dans la plupart des catégories dans lesquelles on investisse.
il y a que une ou deux équipes de financer, donc la probabilité qu'elles gagnent va être beaucoup plus élevée. Les fondateurs qui sont là, ils sont là parce que ils y croient et c'est pas juste des gens qui veulent gagner de l'argent rapidement. Donc je pense que et pas simplement parce qu'il y a de la lumière et que ouais, c'est sexy. ça. Donc je pense que vraiment il faut être contrarien, c'est maintenant qu'il faut investir dans la tech hors IA parce que ça va se retourner. C'est-à-dire que il est à un moment ou à un autre, les marchés vont se réouvrir, la fusion-acquisition va recommencer. Maintenant, entre-temps, il va y avoir un bouleversement complet et fondamental du capital risque à cause du fait qu'il y ait plus de LP, de capital de LP et que des gros fonds sont en train de devenir des accumulateurs de capitaux. Ouais, je suis très d'accord avec Fabrice. Si je peux aller un peu plus loin même que lui. Vas-y. En fait, on vit quand même un mouvement de correction des excès récents. Je rappelle, il y avait 195 VC en 1995. Pardon, 150 VC en 1995. On est passé à 8000 VC en 2010 et des 8000 VC de 2010 sont devenus 32 000 VC en 2024. D'accord ? Donc aujourd'hui, il y a une explosion. Oui, c'est ça. Donc il y a une espèce d'explosion précambrienne du nombre de VC parce que c'est très sexy, parce que c'est un métier jugé facile, on est un peu producteur au cinéma ou comme si on avait un label dans la musique. Mais c'est un métier très difficile. Encore une fois, on l'a vu, seulement 10 ou 15% des fonds véritablement des livres de performance. 19% font plus de 3 c'est fois. Ça. Donc il va y avoir un espèce de grand renouvellement. On vit une période de transition avec beaucoup de firmes qui vont probablement pas relever. Et comme l'a très bien expliqué Fabrice, on a une industrie qui au global, et ça y est, c'était documenté par des Michael Porter, il y a très peu de barrières à l'entrée, donc il y a des rendements décroissants, et donc mécaniquement, il y a dans des phases de maturation ce qu'on appelle l'effet barbell, c'est-à-dire que le marché se structure en forme d'altère. Vous avez d'un côté une altère très lourde qui est les méga asset managers, ces fameux 30 firmes qui ont levé plus de 75% du pognon et qui vont, aujourd'hui ils font 50 milliards, mais demain ils feront 200 milliards comme les KKR, les Carlyle. Et puis de l'autre côté, vous avez les puristes, les hyper spécialistes, on appelle ça focus funds, donc mega funds et focus funds, qui eux vont survivre, mais si vous êtes moyen généraliste au milieu, vous allez disparaître. T'es où, François, toi? J'espère que je suis pas au milieu. Je suis plutôt focus. Et moi, j'adhère complètement à ce qui a été dit. Mais alors, je sais pas si, tu vois, nous, on a à peu près une centaine de boîtes au portefeuille, donc je dis pas qu'on est relevant statistiquement, mais en 2024, on n'a rien vendu parce qu'en fait, on avait des propositions à des valos qu'on estimait nous pourris. Et là, en 2025, on a quand même quelques-unes de je te parle de nos bonnes boîtes, bien sûr, qui sont approchées à des valos très satisfaisantes. Donc moi, je suis un petit... Et les IPO, je m'en fous parce que de toute façon, comme j'ai dit, en Europe, il y en a toujours eu très peu. Et en plus, une IPO pour un VC, c'est sympa, mais enfin, t'as quand même un lock-up. Donc une fois que t'as mis ta boîte en bourse, pendant 6-9 mois, tu peux pas la vendre et t'as plus la main du tout. Donc moi, alors tout ce qui a été dit est vrai, hein, bien sûr, mais je pense que les focus funds, ils vont s'en sortir et ceux qui font des rendements, comme l'a dit Fabrice, entre 25 et 30%, ils vont continuer, survivre. On fait mieux que survivre, j'espère, mais à rester sur le terrain. Hein. Alors, petit focus justement sur le marché français. Les startups françaises, elles ont levé 7,1 milliards d'euros en 2024. C'est plus 3% par rapport à l'année précédente. Ces chiffres, c'est 20VC hein, qui a fait un rapport assez intéressant sur le domaine. 518 tours de financement. En revanche, là, chute de 18% par rapport à l'année précédente. Donc, ça veut dire plus de capitaux levés, moins de deals. Et c'est l'IA, là aussi, qui trust une grande partie des investissements, puisque l'investissement dans le domaine de l'IA est en progression de 82% par rapport à 2023 en 2024. C'est le principal moteur de croissance. Alors, c'est marrant quand on regarde les secteurs, hein, on a eu une grosse euphorie en 2023 autour de tout ce qui était climate tech, impact, machin, etc. Hein, regardez le chiffre là, augmentation très sensible en 2023. Et puis alors là, boum, c'est retombé. On s'est rendu compte de quoi là, François, qu'on nageait pas dans le bon couloir de nage là, avec le climate et l'impact. Il y a eu plein de fonds d'impact qui se sont créés. Hein, sous notamment la pression aussi de l'Europe et du FEI qui voulait absolument qu'on fasse des fonds à impact. Là, on a l'impression que tout le monde est revenu dans son couloir de nage et le couloir de nage, ça a l'air d'être l'IA aussi en France.
Ouais, t'as donné la réponse. Effet de mode. Plein de gens qui ont monté des fonds article 9 parce qu'il fallait être article 9. Alors nous, on n'a pas fait ça chez Briga, par exemple. Et donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense qu'il y a plein de boîtes à impact qui retourneront jamais de l'argent, et tu as d'autres boîtes à impact qui vont retourner de l'argent. Donc, faut choisir tes entrepreneurs qui font ça parce que certes, ils ont peut-être envie de changer le monde, mais ils ont aussi envie de rendre de l'argent à leurs investisseurs, et que c'est pas en fait une association de loi 1901 sur laquelle tu fais semblant que c'est une société. Tu vois ce que je veux dire? Donc enfin, je suis pas surpris. Et pour autant, enfin, tu vois, nous, on a fait un investissement il y a 15 jours dans Ensol, qui est une boîte autour du photovoltaïque. Donc, enfin, il reste plein de dossiers. Je pense plein de dossiers avec des entrepreneurs qui veulent en découdre, et il faut savoir les choisir. Mais il faut pas faire un fonds vertical. Enfin, tu peux faire un fonds vertical, mais il faut pas faire un fonds vertical article 9 juste parce que tu veux lever des fonds. Tu vois, ça, c'est une grave erreur, je pense. Christophe, toi, tu croises beaucoup d'entrepreneurs. Mais là, tu vois, il y a un truc qui me gonfle, c'est-à-dire que en France, on les a beaucoup sensibilisés justement à l'impact. On leur a dit allez-y, foncez, allez-y, montez des startups dans ce domaine-là. Et puis on voit là, qu'entre 2023 et 2024, boum. Qu'est-ce qu'on dit maintenant aux entrepreneurs? Parce que eux, ils y croient, hein. Ils sont là, ils ont envie de sauver la planète, ils ont envie de faire des trucs. On a toute une armée aujourd'hui d'entrepreneurs en France qui sont ultra sensibles à tous ces sujets d'impact, qu'ils soient sociétaux ou environnementaux. Là, visiblement, les fonds sont en train de se barrer. Donc, qu'est-ce que maintenant on raconte à ces entrepreneurs? Écoute, je sais pas très bien parce que j'ai jamais navigué sous pavillon impact. Et pour moi, si je peux être un peu acide, il y a quand même beaucoup, pas tous, hein, évidemment, mais il y a quand même certains qui ont tenu un discours impact parce qu'ils pouvaient pas tenir un discours sur la perf dans le passé, tu vois. Donc, comme on peut pas être compétitif vis-à-vis des Américains, on va faire le bien plutôt que la performance. Non, c'est quand tu vas avoir un family office, soit tu lui dis, moi je fais 30% par an, soit tu lui dis, moi je voudrais sauver la planète. Et donc tu lèves du pognon, c'est quand même comme ça que tu manges, hein. Les 2% de frais de gestion, tu les prends sur ce que tu as levé. Et donc c'est des anxiolytiques, c'est des fonds pour permettre aux LP et aux family office de dormir la nuit, quoi. C'est ça, quoi. Je sais pas. Il y a eu une période où l'argent était un peu gratuit, infini, et où tu vois, comme il y a eu beaucoup d'argent levé, 18, 19, 20, 21. L'idée de dire ok, il n'y a pas que l'argent, il y a d'autres choses. Après, il y a une vraie réalité en dessous. Il y a une génération de jeunes gens et même nous qui sommes plus du tout jeunes, on est très concernés par plein de choses sociétales, environnementales, etc. Il y a des vraies réalités. Ce que je veux dire, c'est que de ma toute petite expérience, j'ai rencontré des entrepreneurs très jeunes qui, sur leur première entreprise, un peu à la sortie de l'école, avaient une forme de naïveté, si je puis me permettre, pour dire ok, je vais sauver la planète. Ils s'apercevaient qu'ils n'y arrivaient pas. Et ce qui est intéressant, par contre, aujourd'hui, c'est que tu as une population énorme que moi j'appelle donc opérateurs, qui sont des gens qui ont été salariés dans des grandes boîtes de la tech française ou américaine, qui ont appris un métier pendant 4-6 ans et qui ont envie de voler de leurs propres ailes. Et ces gens-là, aujourd'hui, par contre, ils ont une ambition internationale d'avoir un impact mais au niveau mondial. Et l'impact, il n'est pas, si tu veux, au titre de l'article 9, c'est-à-dire au titre de quel est le calcul ESG savant que tu vas faire, etc. Il est sur, je veux faire une boîte en milliards qui aura du revenu partout sur la Terre, qui sera un catégorie leader, qui sera une société un peu iconique. Et évidemment, tu fais pas ça en volant de l'argent aux gens, tu fais ça en produisant un service, un produit qui est utile, utilisé, qui est unique. Et ça, je trouve que c'est un très bel impact, ne serait-ce qu'économique. Encore une fois, le venture capital aux États-Unis. L'argent, c'est ça, là. Faire de l'argent, c'est en France des fois, on a l'impression que. Oui, non, mais tout le monde est pas complètement. Non, mais tous les fondateurs veulent avoir un impact. Sam Altman veut avoir un impact. Oui. Elon veut avoir un impact. Maintenant, la raison pour laquelle il faut le faire de manière for profit plutôt que c'est parce que c'est scalable et répétable et ça permet d'allouer le capital à des choses qui marchent. Mais pourquoi est-ce que je fais du capital risque? Parce qu'in fine, la planète fait face à 3 grands problèmes: le réchauffement climatique, l'inégalité d'opportunités
et la crise de la santé physique et mentale. Et je pense que les États sont incapables de l'adresser. Maintenant, le meilleur moyen de le faire, c'est d'utiliser l'effet déflationniste de la tech pour résoudre ces problèmes. Mais il faut le faire en for profit, non pas parce que gagner de l'argent c'est bien, mais parce que ça permet d'allouer le capital aux idées qui sont les meilleures, les plus efficaces, scalables. Et je suis pas obligé chaque année d'aller lever de l'argent pour quelque chose qui marche pas. Exactement. Il n'y a pas que les syndicats qui sont le moteur du progrès. Il y a aussi les entrepreneurs. Meurs, pourriture communiste. Et peut-être, Carlos, pour réconcilier ça tout le va faire monde. un bon short, hein. Tu vas voir, tu vas te retrouver avec tout un tas de commentaires en France sur cette remarque, Christophe. Ils vont t'adorer. Carlos, si je peux rajouter un truc, nous pour réconcilier tout le monde sur ce sujet, chez Briga, on parle de la triple équation. C'est les 3 P, c'est People, Profit, Planet. Donc c'est exactement ce qu'on a dit. Mais le profit, il est important. C'est-à-dire, nous, quand on investit dans des boîtes, encore une fois, on est particle neuf, on n'est pas un faux impact, mais on veut, à minima, qu'elles détruisent pas la planète, ou si possible, qu'elles fassent du bien, mais on veut aussi qu'elles s'occupent des gens, et on veut qu'elles fassent du profit. Donc c'est pas l'un des 3, c'est les 3 en fait. Bon, alors en France, on a une scène dans le domaine de l'AI qui est fleurissante, hein, plein de startups super intéressantes dans le domaine de l'AI qui je sais que regarde pas Fabrice, ça t'intéresse pas, ça c'est pas des startups pour toi. Mais si, il y a des boîtes SaaS, il y a des marketplaces, il va adorer au contraire. Et il va adorer. Ouais. Exactement, et notamment par industrie, il y a des choses très intéressantes qui se créent. On fabrique toujours des licornes en France, mais de moins en moins. Hein, quand on voit, il y a eu toute une phase très euphorique en 2021 où on a eu plein de licornes qui sont des boîtes qui sont valorisées plus d'1 milliard $. Là, en 2023, il y en a eu. On en a créé que 2, hein, Mistral et Vericore. Semblerait qu'on en fasse 3 en 2024, Penny Lane, Pigment, Poolside. À part Penny Lane, Pigment et Poolside, c'est de l'AI. Donc il y a que Penny Lane qui est pas pure AI, je vais dire. Christophe, un point de vue là-dessus sur ce rêve de licorne de Macron qui sautait comme un cabri en disant faites des licornes, c'est fini ça? Alors je suis désolé de t'avoir coupé, mais oui, je pense que le logiciel il faut l'updater. La licorne est un animal mythique qui n'a jamais existé. Et aujourd'hui, être valorisé sur le papier 1 milliard en cramant du pognon et en allant nulle part, je pense pas que ce soit vraiment un critère de succès et que ce soit un KPI pour mesurer le dynamisme ou la beauté de la French Tech, la fameuse French Tech. Aujourd'hui, faut quand même dire que sur nos, je sais pas combien, 25, 35 licornes, t'as beaucoup de boîtes qui ont un très gros problème entre leur valorisation faite à un moment donné où tout le monde a fumé la moquette et ce qu'aujourd'hui le marché leur sert. Donc tu as des down rounds, tu as des incapacités à se relever, tu as des incapacités à sortir, etc. Donc si tu veux, aujourd'hui, je pense que la plupart des gens, investisseurs comme entrepreneurs, ont compris que il fallait avoir un rationnel économique qui était assez différent que cette espèce de course à la unicorn. Aujourd'hui, on parle de deadlicorn ou de zombicorn parce que, encore une fois, c'est des boîtes très fragiles et qui peuvent complètement disparaître du jour au lendemain. Je dis pas qu'elles vont toutes disparaître. Je dis juste qu'aujourd'hui, les VC qui en ont dans leur portefeuille, qu'on a chance d'en avoir dans leur portefeuille, ont un gros problème parce qu'ils savent pas les valoriser. François, c'est le cas. Tu constates ça. On a des zombicornes. Enfin, il y en a aussi aux États-Unis, hein, Fabrice, des zombicornes qui ont du mal à lever parce elles n'ont pas une thèse intelligence artificielle driven et qui ont du mal à trouver des capitaux. Mais François, avant de parler des États-Unis, en France en particulier, il va y avoir de la casse là sur les années qui viennent. Oui, il y en a déjà eu, mais surtout, moi, je suis désolé, mais en fait, je m'en fous un peu des unicorns. Moi, je m'en suis toujours un peu foutu, parce que faut regarder la réalité des chiffres. La réalité des chiffres. T'es content quand même d'avoir, par exemple, Exotech dans ton portefeuille. Je suis super content d'avoir, mais pour rebondir sur ce que tu dis, pourquoi je suis super content d'avoir? Parce que c'est une vraie boîte qui fait du vrai chiffre d'affaires et qui a des vrais economics. Et donc, je suis serein. Tu vois, je suis pas stressé. Mais dire qu'on a des unicorns, donc des boîtes qui valent 1 milliard, combien il y a d'exits, ne serait-ce qu'à 200 là, je les millions. montre les exits en France. Il y a eu 3 exits au-dessus de 200 millions.
Mais Carlos, avant ça, la slide qui serait intéressante, c'est pas d'avoir les 25 boîtes valorisées 1 milliard, c'est d'avoir le nombre de boîtes qui font plus de 100 millions ou de 150 millions de chiffre d'affaires ou 200 millions de chiffre d'affaires. Ça, on ne sait pas, hein, bien évidemment. Si, on commence à le savoir. Les gens commencent à sortir leurs chiffres, justement parce que c'est un gros problème. Donc, on sait qu'aujourd'hui, Doctolib fait 300 millions, Blablacar 250, etc., etc. Mais c'est ça le vrai critère. Et au-delà du chiffre d'affaires, c'est la rentabilité, parce qu'une boîte qui n'est pas rentable est vouée à disparaître. Quand on regarde les exits en France, je le disais, 3 exits au-dessus de 200 millions. En plus, le premier, c'est un private equity qui rachète Lumaps. Donc là, on est un peu dans ce que tu disais, dans ce côté un peu patate chaude. BeReal, racheté par Voodoo, là, par contre, c'est une acquisition très décriée. D'ailleurs, on a dit c'est n'importe quoi comme acquisition, alors qu'en fait, c'est pas trop mal. Qu'en fait, de 500 millions. Alors après, la part en cash, la part en equity, je la connais pas. Safran, acquisition d'un stratégique. Tu regardes ça, tu te dis quoi? Tu te dis, enfin ouais, je sais pas. Tu te dis, elle est où la liquidité en France, quoi, en fait? Oui, mais et by the way, pour moi, vendre le private equity, c'est rarement patate chaude. Hein. Les private equity veulent être profitables. C'est juste que c'est des TRI qui recherchent qui sont différents. Ils veulent du 2-3x quand nous on veut du 10x. Donc, je pense. Mais effectivement, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de liquidité en France. Mais aussi, il faut dire peut-être que les boîtes françaises ont tendance à pas être des boîtes qui deviennent très grosses. L'inconvénient de la France, c'est que c'est un marché moyen, mais qui est suffisamment grand pour créer des boîtes intéressantes. Et donc, les gens ont tendance à rester en France. Et j'ai espoir que, en fait, ça change sur l'avenir, où les entrepreneurs deviennent meilleurs, parlent mieux anglais et ont des ambitions mondiales. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu vois les boîtes en Suède, il y a beaucoup plus de sorties au-delà de 200 millions en Suède, parce que les boîtes comme Spotify, etc., créent des boîtes mondiales, alors qu'en France, on a tendance à créer des boîtes franco-françaises. Et c'est un problème d'anglais? Non, parce que tu dis ça, il faut qu'elle parle anglais. Ouais, mais c'est une question de culture derrière. C'est ce que tu dis, c'est ça. C'est une sorte de projection de soi-même, en fait, sur un marché mondial. Et donc, sur un marché américain. Et tu penses que ça manque, c'est culturel, c'est ton ambition fondamentale, intrinsèque. Est-ce que tu veux changer le monde ou est-ce que tu es content d'être en France? Est-ce que c'est, et c'est aussi, bien sûr, c'est linguistique, culturel et ambition fondamentale. Et il y a pas longtemps, Fabrice, t'étais dans un podcast chez Harry Stebbings avec Jason Lemkin, qui a eu une charge incroyable contre les startups européennes et particulièrement les startups françaises, où il parlait de génération baguette. T'as pas réagi par rapport à ça, où en gros il expliquait que les startups en France, elles foutent rien, quoi, elles bossent pas, et que à 6 heures elles sont parties du bureau, et que effectivement elles n'ont pas d'ambition pour aller à l'international, et que pour lui il considérait que c'était pas une cible pour lui d'investissement, parce qu'il y avait un véritable problème culturel, mais aussi un problème d'ambition et de drive par rapport au. Lui, il disait, les petits jeunes dans la Silicon Valley, ils bossent 6 jours sur 7. 7 jours sur 7 même. Ils bossent 16 heures par jour, et ils vont bouffer les start-upers français qui sont dans un délire de work-life balance. T'es d'accord avec lui? En France, il y a quand même une génération d'entrepreneurs maintenant qui ont le même genre d'ambition. C'est juste que ma recommandation pour eux, c'est souvent de déménager aux États-Unis et de s'attaquer au marché américain. Mais c'est la même façon qu'aux États-Unis, quand j'ai des startups qui me disent est-ce qu'on devrait s'internationaliser, je leur dis non, jamais. Vous êtes à 100 millions de chiffres aux États-Unis, c'est plus facile d'aller de 100 à 200 aux US que de 0 à 100 en Europe. C'est plus facile d'aller, même si vous avez 1 milliard, même à 10 milliards, c'est souvent vrai, et ça va vous distraire de gagner le marché fondamental. Donc, est-ce que en moyenne, il a raison? Oui. C'est-à-dire qu'en moyenne, je pense que les start-upers à la Silicon Valley travaillent plus que les start-upers français. Maintenant, est-ce que l'élite française est aussi bonne que l'élite américaine? Absolument. Mais comme le capital est plus facile à lever aux États-Unis, les valos sont plus élevés et les exits sont meilleurs, je recommande aux meilleurs Français de venir aux États-Unis. De la même façon que j'ai quitté les États-Unis, la France quand j'avais 17 ans. Non, mais ce que je voulais montrer là, c'est que effectivement, c'est une caricature que fait Jason Lemkin. Il y a des équipes absolument incroyables en France qui travaillent comme des fous, comme des tarés, mais on a cette putain d'image, quoi. Quand je l'ai entendu dire ça chez Harry Stebbings, je me suis dit,
merde, on n'arrive pas à se débarrasser de cette image. Et donc quand tu dis bah ouais, les Français, il faut venir aux États-Unis, bah ouais, mais ils héritent aussi de cette image-là quand ils arrivent aux États-Unis. Donc non, pas ceux qui quittent. Non, mais l'image, elle vient en fait des grosses boîtes. Le problème, c'est pas les startups françaises. Le problème, c'est les boîtes plus grosses qui ont des ingénieurs, etc., qui sont en France, qui ont cette perspective. C'est du passé pour moi. Hein. Je suis d'accord pense avec que ça a changé. Moi aussi, je suis d'accord. Mais quand je l'ai entendu dire, il a dit ça il y a 2 semaines. Hein, ouais. donc, non, mais enfin, on a une image, on a une culture, on a les 35 heures, on a ceci, on a cela. Enfin bon, donc on a 5 semaines de congés payés. Enfin, on est vu comme ça. La réalité, c'est que depuis 10 ans, on a une génération d'entrepreneurs totalement différente, picousés aux séries télé qui parlent anglais mieux que toi et moi, sans accent, qui étudient... on s'en fout de l'accent. Il faut le dire aussi ça. On en a rien à foutre de l'accent. Le problème, c'est pas l'accent. Le problème, c'est ton anglais. Hein. C'est pas l'accent. Enfin, qui sont fluents, si tu veux, qui parlent, mais voilà, parfaitement comme si c'était leur langue maternelle, qui travaillent en anglais, qui ont travaillé, étudié à l'étranger, qui créent des boîtes dans lesquelles la langue, par défaut, à la machine à café, comme sur les slides, c'est l'anglais. Donc on sait un peu comme la Suède, enfin on a fait notre update là-dessus et on a toute une cohorte de boîtes, les Datadog, les DataIQ, les Hugging Face, les Pelico et les Datadome, les Pros, etc. qui sont françaises et qui sont américanisées totalement, qui sont financées par des Américains avec un marché américain, qui peuvent avoir leur engineering à Paris parce que les ingénieurs sont bien moins chers et bien meilleurs à Paris que là-bas. Et ce modèle-là, il est en train de faire ses preuves. On a quand même la plus belle start-up française, Datadog, qui vaut 46 milliards. On sait même pas que c'est 2 Français, Olivier Alexis, qui l'ont créée, parce qu'elle a été financée par des capitaux américains, le marché était aux États-Unis, et elle a été introduite au Nasdaq. Mais c'est quand même des entrepreneurs français. Donc si tu veux... C'est des entrepreneurs français avec des boîtes, la boîte est américaine, hein, on est d'accord. Oui, mais alors ça, enfin bon, ça c'est un détail fiscal, tu vois. La réalité, c'est que derrière, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont passés par ces écoles-là et qui montent leur boîte sur ce modèle-là. C'est fini, si tu veux. En 2005, 2006, t'as eu des Marc Simoncini, t'as eu des Pierre Kosciusko-Morizet qui ont fait des local gorillas. Mythic, c'était une boîte française. Price Mister, c'est une boîte française. Ça valait 200-300 millions. Aujourd'hui, ce qui fait rêver les gens, c'est de faire des boîtes à 5 ou 10 milliards qui sont des catégories leaders internationaux. François, t'es d'accord? Tu pousses tes entrepreneurs à aller sur le marché américain également? Alors, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas besoin de les pousser, mais je parle même pas du marché américain. Ce qui est très clair, c'est que les entrepreneurs français, maintenant, ils se projettent à l'international tout de suite, en fait. Enfin, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Donc, moi, effectivement, je m'élève en faux contre cette image d'entrepreneur français qui bosse pas, qui se concentre sur la France. C'est des conneries. Sauf si tu fais du dossier médical personnalisé pour la Sécu. Mais je veux dire, si tu fais un truc sérieux, tu projettes à l'international. Alors après, est-ce que c'est l'Europe ou les US? Après, ça dépend dans quel business t'es. Parce que les US, faut pas se mentir, il y en a pas mal qui se brûlent les ailes et qui brûlent pas mal de cash. Donc moi je les pousse pas spécialement aux US, ça dépend s'ils font du SaaS B2B, ça dépend s'ils font autre chose, mais on est très content, très très vite ils veulent aller dans d'autres pays pour vendre. Enfin il y a zéro question à ce sujet-là. Bon ben merci les gars, c'était super sympa de discuter avec vous. On a passé en revue en fait plein de sujets super intéressants. On voit que il se passe quelque chose absolument dans le monde du VC avec des fonds qui bougent, des fonds qui grossissent et qui deviennent des énormes trucs et qui vont certainement, je sais même pas s'il va falloir continuer, comme dit Fabrice, à les considérer comme des venture capital. Ça devient quelque chose. Je suis très intéressé par le fait que tu disais qu'un Andreessen Horowitz va aller peut-être se coter en bourse et des choses. C'est assez intéressant. Et je regardais aussi le dirigeant de Coatue, qui est un Français d'ailleurs. C'est Philippe Lafont qui parlait de sa nouvelle catégorie de fonds qui est très intéressante avec un tiers en cash, un tiers en public, un tiers en private. Donc on voit que c'est des nouvelles catégories de fonds qui se créent, mais qu'il y a quand même encore des acteurs comme vous de l'autre côté du spectre qui vont devenir très spécialistes, très focus et qui continuent à investir dans véritablement du venture avec des retours et qui continuent à promettre des retours à 3x. Donc tout n'est pas foutu et comme le dit Fabrice, il n'y a pas que l'IA dans la vie, quoi. Merci les amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous de Silicon Carnet. Et en attendant, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas, ça se passe là. Cliquez sur le bouton. Allez, hasta luego amigos. Bye bye.